Bonjour à tous, nouvelle séquence de portrait d'Alia. Vous savez que nous suivons plusieurs personnes dans le pays qui ont fait leur Alia à différentes époques, venant en général de France, mais aujourd'hui c'est une rencontre un peu particulière puisque notre invité ne vient pas de France mais de Roumanie. Et nous sommes heureux d'accueillir Jacob Aïsser. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici en Israël. Le temps est relatif. Je suis là depuis seulement 41 ans. Il y en a qui disent que ce n'est pas beaucoup. En tout cas, j'ai vécu en Israël presque 2 fois plus qu'en Roumanie. Alors, pour qu'on comprenne bien le passage que ça peut représenter de la Roumanie à ici, peut-être que vous pouvez nous décrire la manière dont vous viviez en Roumanie avant de faire votre Alia et ensuite comment cette possibilité de venir ici vous a été donnée. La possibilité, pour commencer par la fin, la possibilité était très concrète et très matérielle. C'est-à-dire, c'était à l'époque où le régime de Ceausescu vendait carrément les Juifs de Roumanie pour un bon prix. Donc, j'ai fait partie de ce lot. Et donc, quand j'ai fini mes études, j'ai passé un moment à travailler en Roumanie, mais c'était déjà clair. Nous étions les derniers de la famille qui restait là-bas. Nous allions partir, fermer la porte et jeter la clé. Et là, c'était le gouvernement israélien qui rachetait, donc, qui payait au gouvernement, qui payait pour ces transferts? C'était soit le gouvernement, à mon avis, c'était une coopération israélo-sioniste internationale qui assurait les paiements. À l'époque, j'ai même croisé un personnage très intéressant, un peu secret, israélien d'origine roumaine qui de temps en temps faisait le service de porter la valise avec les dollars, ou à l'époque il n'y avait pas d'euros, directement à la banque de M. Ceausescu en Suisse. Alors, quand vous étiez, disons, adolescent, par exemple, est-ce que cette idée d'aller en Israël, cette perspective, elle existait déjà, elle était déjà depuis longtemps dans votre famille, dans la perspective familiale, ou est-ce que c'était plus tardivement que ça s'est fait? C'était pas dans le discours quotidien dans notre famille, mais j'ai un souvenir, bon, il faut faire un petit compte, c'était en 1967. Je dirais que le premier souvenir de mon contact ou identification avec l'État d'Israël, je rentrais d'école. Sur mon chemin quotidien, je passais par un parc et je ne sais pas comment, de quel côté, j'ai entendu une radio. Et là-bas, il parlait de ce qui s'est passé en Israël en 1967. La guerre de 6 jours. Et en ce moment, je commençais à m'intéresser un peu plus que ça. On ne pouvait pas en parler ouvertement. La Roumanie avait une attitude officielle un peu orthodoxe par rapport à Moscou. Mais on en parlait quand même et ça m'a étonné, ça m'a intéressé. Ah, vous êtes rentré à la maison, vous en avez parlé à vos parents ou... Ça arrivait, il y avait plusieurs coins dans la maison, on pouvait se cacher dans des petits coins et discuter un peu. Il y avait même les chaînes de radio interdites, évidemment, qu'on écoutait et ça a fait un effet à tous les Juifs en Roumanie. Alors peut-être qu'on va rester juste 30 secondes là-dessus parce que c'est une chose dont on n'a plus tellement idée maintenant de la manière dont les choses étaient contrôlées, interdites en Roumanie. Alors vous disiez même à la maison, à l'intérieur de la maison, c'était peut-être un peu risqué de parler de choses dont il n'aurait pas fallu parler. Pourquoi? Il n'y avait pas des micros dans la maison? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Peut-être pas des micros, peut-être pas partout.
mais il y avait une petite phrase qui circulait, il doit y avoir une version peut-être dans d'autres langues, qui disait que les murs ont des oreilles. Et effectivement, les murs en Roumanie et dans les autres pays du bloc communiste avaient des oreilles certainement. C'était une des façons dans laquelle le système fonctionnait. C'est rapporter aux autorités des choses inédites, un peu non orthodoxes. Et donc il y avait des bonnes raisons pour ne pas se prononcer avec des idées non orthodoxes devant tout le monde. Ouais, on savait ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. Et même quand on était dans un climat de confiance ou avec des gens qu'on connaissait. Le climat de confiance était très relatif, plutôt réduit. Parfois, même à l'intérieur des familles, il y a eu des situations désagréables quand l'un des membres rapportait des choses que l'autre disait. Ça pouvait arriver aussi à l'intérieur des familles. Ça arrivait. Ouais. C'est arrivé plus qu'une fois, oui. Et être juif en Roumanie à cette époque-là, est-ce qu'on était aussi étiqueté ou est-ce que finalement c'était comme un autre citoyen? Dans la plupart des cas, on pourrait dire que c'était un peu plus ou moins comme les autres citoyens. Si on n'avait pas de velléité, si on ne veut pas montrer et prouver son identité différente juive. À part ça, il y avait un côté un peu exotique, il y avait la synagogue, il y avait quelques cérémonies, on pouvait pratiquer, les faire sans crainte. Mais pas quand il y avait dans la famille quelqu'un qui travaillait pour le parti ou qui détenait un poste qui était subordonné au parti, ce qui était le cas de ma mère. C'est ça. Donc quand on était dans une institution ou dans le parti, on ne pouvait pas avoir une pratique ou manifester une appartenance religieuse. C'est ça. Tout à fait. Votre mère, par exemple, elle avait quelle fonction? Elle travaillait à l'agence de presse roumaine, donc comme on sait très bien, la presse, c'est un instrument, c'est la parole qui est dite ou qui n'est pas dite. Et donc c'était incompatible de travailler pour le parti, être le soi-disant porte-parole de la voix officielle et en même temps pratiquer la religion. Ouais. On l'aurait vu à la synagogue un jour de Kippour, ça lui aurait posé des problèmes pour son travail éventuellement. Elle aurait dit à mon oncle par exemple qui fréquentait la synagogue, elle tournait la tête, elle ne voyait pas, elle ne connaissait pas, elle n'allait pas lui dire bonjour dans la rue. Ah oui, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est de sa famille, qui indirectement, même si elle n'y allait pas, si elle avait une relation avec quelqu'un qui y allait ou qui pratiquait, ça posait aussi un problème. Ça allait jusque-là. Ouais. Ça allait au-delà de ça. Je peux vous raconter une petite anecdote qui est, à mon avis, assez pertinente pour ce sujet. Vous savez, très bientôt, nous allons fêter la bar mitzvah de mon fils. Merci. Et il faut savoir que pour cette bar mitzvah, qui est la cérémonie du passage à l'âge adulte, nous travaillons depuis un an. Mon épouse bien-aimée, elle s'occupe des préparatifs. Elle a embauché son père pour étudier avec mon fils Léo la paracha qu'il doit présenter, qu'il le prépare pour lire dans la Torah, etc. Bien sûr, il y a la cérémonie au restaurant et à la synagogue, et nous invitons des gens un peu de partout. Vous êtes invités d'ailleurs.
Et disons, c'est comme un petit mariage. Mais non seulement c'est comme un petit mariage, mais tout le monde est au courant, les invités et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, je vais vous raconter ma bar mitzvah à moi. Je n'ai pas eu droit à ma bar mitzvah à l'âge de 13 ans, parce que mon anniversaire, c'est au mois de décembre, c'était en pleine année scolaire. Et personne n'en a parlé. 6 mois après, pendant les vacances d'été, ou avant les vacances d'été, ma mère nous a annoncé, moi et ma sœur, qu'on était invités à passer un moment dans une ville au bord de la Danube, dans la famille. Nous étions très contents et nous sommes partis. Donc j'avais 13 ans et demi. Avant de partir, ma mère à la gare m'a dit, mais tu sais, là-bas, tu vas faire ta bar mitzvah. En effet, ce monsieur qui était de la famille était aussi le rabbin de la ville de Galatz, une ville connue au bord de la Danube avec une nombreuse population juive. J'ai dit, pourquoi pas. Arrivé là-bas, j'ai passé une petite semaine avec ce monsieur à étudier un peu, à lire des petits textes auxquels je ne comprenais rien, à apprendre par cœur quelques phrases auxquelles je ne comprenais pas grand-chose non plus. Le jour venu, nous nous sommes pointés à la synagogue avec la famille d'accueil et avec ma sœur, entourée par la communauté locale qui était là-bas pour le Shabbat. Ma mère n'était pas là-bas, mon père n'était pas là-bas. Donc, on peut dire que je suis parti à Galatz en tant qu'enfant. Je suis revenu à Bucarest en tant qu'adulte. Et c'était une bar mitzvah clandestine, pratiquement clandestine. Tout à fait. Personne tout à fait. dans l'entourage ne le savait. Ça... Absolument, ouais. Absolument, personne n'était au courant. Et donc, vous avez quand même eu un cadeau? À vrai dire, je n'ai pas de souvenir. Je pense, j'ai un petit soupçon. Je garde encore une montre Pobeda russe qui était un grand cadeau pour l'époque. Ma grand-mère m'a offert. Je pense que c'était à ce moment-là. Alors, bon, effectivement, tout ça est très parlant. Et le fait maintenant d'envisager d'aller en Israël, est-ce qu'aussi c'était quelque chose, on parlait de la pratique religieuse là, mais est-ce que le fait de vouloir aller, on savait que tiens, cette famille-là, ils font des démarches pour essayer d'aller en Israël, est-ce que ça aussi c'était quelque chose qui était mal vu ou qu'il fallait faire clandestinement ou secrètement ou en tout cas pas à ciel ouvert? Par rapport à ça, il n'y avait pas de clandestinité. Au moment où tu faisais une démarche, où tu te renseignais, c'était déjà connu, tout le monde le savait. Connu partout. C'est pour ça que ça a été important pour votre mère, quand vous avez décidé de partir et que la démarche est enclenchée, elle a pu conserver quand même sa fonction jusqu'à la fin. À ce moment-là, ma mère était déjà à la retraite, donc c'était moins grave. Par contre, dès que nous avons présenté les documents, la demande de partir, j'ai été convoqué au bureau du parti dans la ville où j'enseignais, et avec un panel très respectable devant moi, j'ai dû soutenir ma cause comme je soutenais ma thèse avant. En philologie. Qu'est-ce qu'on vous demandait alors là? Qu'est-ce que vous avez... On me demandait pourquoi partir, où est-ce que vous partez, qu'est-ce qui ne va pas ici. Mais je le savais déjà à l'époque, c'était un événement protocolaire plutôt, parce que c'était clair que ce n'était pas une décision que je pouvais prendre moi de mon propre chef. C'était factice. Il fallait l'autorisation du régime qui était déjà
Les jeux étaient déjà faits. Il avait déjà touché les quelques milliers de dollars pour moi et encore pour les autres membres de la famille. Mais il fallait le faire. Mais il valait quand même mieux répondre. Il valait mieux ne pas répondre. Je trouve ce pays affreux et je m'en vais. C'était mieux de... Non, il fallait jouer le jeu jusqu'à la fin. Donc vous avez dit quoi? Vous vous souvenez ce que vous avez dit? J'ai de la famille là-bas. Et qui vous avez là-bas? Et à mon oncle, ma tante a dit « Ah, mon oncle, ça va. » Donc, tout le monde savait quelle était la vérité et tout le monde jouait le jeu. Ouais. Et pour vous, ça représentait quoi dans votre esprit? Parce que vous ne connaissiez pas évidemment le pays, vous aviez peu d'informations finalement. Ça représentait quoi de partir? C'était d'abord une libération du système, du régime. Et à quoi vous vous attendiez? Est-ce que c'était comme une sorte comment dirais-je, de sortir de cette... C'était pas seulement sortir du régime, c'était aussi aller vers quelque chose qui était très positif pour vous? Ou vous ne saviez pas? Toutes ces questions, ce sont des très bonnes questions. Moi-même, je me les posais à l'époque. Parce que, pas la plupart, mais beaucoup de gens qui viennent en Israël ont la chance, l'occasion de passer en Israël au moins une fois et de voir à quoi ça ressemble. Moi, je n'ai pas eu cette occasion. Il y avait le courrier, la correspondance avec la famille. Il y avait la radio illégale qu'on écoutait de temps en temps. Il y avait même Call Israël. C'était quoi cette radio illégale dont vous parlez? C'était l'Europe libre. Ah oui. Mais il y avait aussi Call Israël qu'on écoutait de temps en temps. Il y avait la communauté juive en Roumanie qui était assez vivante encore. Donc là, il y avait une image très positive, j'imagine, du pays qui était renvoyée. Tout à fait. Et encore les gens de l'ambassade que nous avons vu croiser plusieurs fois, qui nous parlaient très bien, qui nous encourageaient à partir, nous disaient vous serez très bien là-bas, vous avez tous des métiers, vous allez vous déplaire, tout ira très bien. Je vois un petit sourire poindre. On verra la suite après. Mais là, vous aviez quand même un sentiment de passer à autre chose et de libération. Oui, j'ai mis mon meilleur costume, même la cravate. Et ma sœur, qui était très belle, elle est belle encore, mais à l'époque elle était jeune, très belle, elle était bien habillée. Et la personne de l'agent juif qui était à l'accueil, nous l'avons vu, mais on ne savait pas très bien qui c'était. Encore plus tard, quand je ne me souviens pas à quelle occasion nous l'avons croisé, il était derrière le mur en verre et il pouvait regarder tous les gens qui arrivaient. Et avec un collègue, il se disait « Ah, celui-là, c'est un immigrant, celui-là. » De nous, il a dit « Ah non, ça, c'est des touristes. » Donc, ça exprime aussi l'état d'esprit dans lequel nous arrivions. C'était la première fois d'ailleurs que nous prenions l'avion. Ah oui. Première fois que vous sortiez du pays peut-être aussi? Première fois que vous sortiez de la Roumanie. Et du pays. Alors évidemment, vous êtes monté dans cet avion. C'est la première et la dernière fois que nous avons pris un billet aller simple. Bucarest et arrivé à Tel Aviv. Voilà. Alors là, bon, racontez-nous l'arrivée et les premières semaines, la découverte, la perception de ce que vous avez trouvé à ce moment-là. Nous sommes donc en 1978. Tout à fait. Nous sommes arrivés, c'était vers les fêtes de Sukkot. On est toujours accueillis, attendus, entourés par la famille et les autorités. Ça se passe très bien, ça se passe très vite. C'était une époque où beaucoup de gens sont partis. La plupart des gens dans l'avion, c'était des Olim Khadashim, des immigrants qui partaient. Il y avait des gens très bien, je ne parle pas de moi-même. Il y avait des médecins, des acteurs, des comédiens, vraiment des gens. Tout ça, donc de Roumanie alors? Oui, qui arrivaient en même temps. Chacun avait été acheté, donc selon les mêmes modalités. Voilà, ça, c'est un avion cher finalement. La même valise, oui, ils ont dû payer cher. Et il y a quelqu'un à Bucarest qui, à notre départ, il a dû se frotter les mains et compter les sous. Donc nous arrivons, nous avons eu droit à un centre d'accueil. À l'époque, c'était très bien structuré encore. Maintenant,
c'est la libéralisation même de ce genre de service, et c'est dommage, parce que l'accueil est vaguement suivi. À l'époque, nous sommes pris en charge, en fait. Pris en charge, on nous a amenés dans de très beaux centres d'accueil à l'extérieur de Jérusalem, dans les montagnes de Judée. Tout de suite, il y a la dame à l'accueil nous a dit, si vous voulez faire des courses, il faut aller tout de suite parce que tout va fermer. C'était à la veille de Sukkot. Donc nous nous sommes empressés à faire le nécessaire. Donc c'était en pleine fête. Et à partir du lendemain, nous avons fait le tour du pays, à rencontrer le cousin, la cousine, le tonton. C'est très émouvant de retrouver toute cette famille. De retrouver une partie et de découvrir encore une autre partie que je n'avais pas connue. Alors vous logiez où dans cette... Pendant 3 ans, nous étions logés dans un appartement. Qui était payé donc par... Qui était payé au début par l'agent juif. Et petit à petit, nous prenions responsabilité de ces frais parce qu'au fur et à mesure, j'ai suivi un cours pour les profs d'anglais, donc pour apprendre un peu le système ici. Pour devenir professeur d'anglais? Oui. C'est ça, parce que vous parliez déjà, vous aviez bien appris l'anglais en Roumanie. J'étais habilité, j'avais commencé à enseigner là-bas, et donc c'était la deuxième année. Au bout donc tout de suite, ça s'est passé vraiment vite. J'ai eu la chance, l'ulpan, le cours d'hébreu, nous étions en plein dès le lendemain, enfin après les fêtes. Après, au bout d'un mois ou deux, il y avait le cours pour les profs d'anglais qui commençait, qui était un peu plus ciblé, et donc qui finissait en été. Et déjà, au mois de septembre, j'étais embauché dans un lycée. Alors l'hébreu, quand même, l'apprentissage de l'hébreu, bon, vous êtes doué pour les langues, mais l'apprentissage de l'hébreu, c'est tout de même pas si simple. C'est encore autre chose. Comment vous avez vécu cette entrée dans la langue hébraïque? Combien de temps il vous a fallu pour que vous vous sentiez J'ai commencé à apprendre la langue à la communauté juive de Bucarest, mais c'était aussi pour fréquenter les jeunes et entrer dans l'ambiance. Et parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris là-bas, et pas seulement à la communauté, mais à titre individuel, pendant une petite année, je l'ai appris ici en 2 semaines à l'Ulpan. Mais c'est vrai que ça s'est passé très bien, ça a marché très vite. Et d'ailleurs, l'intégration, la langue, c'est un élément essentiel de l'intégration. Il y a malheureusement des gens qui n'apprennent pas bien la langue. Et ça se voit. Ça se voit dans le fait qu'ils sont moins intégrés que les autres. Donc ici, c'est vraiment la porte d'entrée, puis pas uniquement pour pour se débrouiller, mais aussi peut-être pour avoir l'esprit du pays. Pour vivre la vie du pays. Vous diriez que vous êtes très vite devenu israélien finalement, assez rapidement. C'est beaucoup dire. Non, mais d'après ce que vous me dites, la langue, vous vous sentiez à l'aise. Est-ce que vous avez eu des déceptions ou des convenus? À chaque moment, on devient un peu plus israélien. Je pense que dans la perspective de 40 ans, je peux dire que je le suis. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'est qu'un Israélien, à quel moment on devient Israélien. Et j'ai l'habitude de citer une phrase d'un personnage très, très intéressant, très spécial, qui a consacré sa vie à l'accueil des immigrants des Olim Khadashim, Liuba Eliav. Et lui, on lui a posé la question, à quel moment un nouvel immigrant peut se considérer israélien? Alors, il a réfléchi un petit moment, au bout duquel il a dit, au moment où la personne
commence à râler contre les bénéfices et les privilèges que reçoivent les nouveaux immigrants, à ce moment-là, c'est un Israélien. Alors vous trouvez qu'on aide trop les nouveaux immigrants aujourd'hui? Non, bon. j'ai rien contre ça. Déjà, ils sont loin d'avoir droit à tous les privilèges que nous avons eus, nous, donc ça va, Ouais. ça va. Et j'ai pas oublié la phrase de Lioba Elias, donc je me garde de faire cette erreur. Mais par contre, j'ai adopté un autre paramètre, un autre critère pour dire à quel moment on devient israélien. Et pour moi, c'est les voyages en Roumanie. Pendant un long moment, je ne suis pas retourné. Mais après, je suis allé en tant que guide touristique pour des groupes d'Israéliens. Et ces dernières années, ça veut dire depuis 5 ou 6 ans, j'y retourne presque tous les ans avec ma famille et les enfants. Bon, j'ai été élevé là-bas, je nage dans l'ambiance là-bas, je connais la langue, la culture, les manières, les habitudes. Et donc je joue très bien le jeu. Mais justement, j'ai le sentiment que je joue un rôle. Je le joue très bien parce que j'ai... Le rôle de quoi? C'est un peu le rôle de touriste. Ou bien je joue le rôle du Romain. Mais c'est un Israélien qui joue très bien le rôle du Romain. C'est ça mon test d'Israélien plutôt. Vous avez quand même gardé un rapport avec ce pays, même peut-être un amour de ce pays, bien que vous l'avez quitté sans aucun regret évidemment, et que dans les conditions de vie étaient ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Donc c'était étonnant comme vous êtes resté attaché malgré tout à cette culture d'origine. Moi je vois une différence entre un nouvel immigrant, par exemple un juif orthodoxe et moi. Un juif orthodoxe qui vient d'Autriche, de la France ou des États-Unis, il a ses racines dans la Bible, 3000 ans. Donc, j'imagine, j'ai jamais joué le rôle de l'orthodoxe, mais j'imagine qu'ils se sentent un peu pareils partout. Parce que lui, il est attaché à la Bible, et il a la Bible dans son âme, dans son sac, il se balade avec partout. C'est ça qui compte. Mes racines sont un peu plus fragiles, pas si profondes que ça. Elles n'ont pas été arrosées par les prières et la Bible. Elles ont été arrosées par le vécu en Roumanie, la culture, la langue et les gens que j'ai connus là-bas. Donc c'est un peu plus difficile c'est un peu plus difficile à se couper, à se couper complètement de ça. Donc c'est plus difficile à se couper complètement de ça parce que c'est un vécu. Et puis il n'y a pas de raison. Ne l'a pas. Il n'y a plus de raison fondamentalement de s'en couper non plus, de vouloir s'en couper aujourd'hui. Voilà, la théorie acceptée de nos jours, c'est il ne faut pas tout oublier, tout effacer. Au contraire, plus on rajoute au vécu, à la culture israélienne, mieux c'est pour tout le monde. C'est enrichissant pour tout le monde. Donc, j'y suis attaché, mais comme je vous ai déjà dit, c'est un peu un touriste israélien qui passe en Roumanie. Et ici, alors, les Roumains, on les repère facilement, comme par exemple on dit les Français aussi. Est-ce qu'il y a une particularité des Roumains en Israël? Il y a déjà l'accent qui ne passe pas au lavage. Il y en a beaucoup qui ont essayé, ça ne marche pas. Donc on les reconnaît partout. Même en hébreu? Même en hébreu, oui. Ouais. Surtout en hébreu. Ah. Et à part ça, non. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il doit y avoir une raison. Dans toutes les communautés,
il y a une tendance des gens de s'éloigner de la communauté. Soit parce qu'ils veulent mieux s'intégrer dans le pays, soit parce qu'il y a des résidus, des mauvais souvenirs du pays d'origine, ou peut-être pour d'autres raisons, mais je vois que ça arrive dans beaucoup de communautés, sauf les Russes peut-être, qui sont très intégrés, enfin, qui restent très communautaires, très groupés, un peu ghettoisés. Les autres cherchent de nouveaux contacts. Ouais. Voilà. Ben, on a vu plusieurs personnes dans cette enquête. Et il y en a qui ont mis une annonce pour chercher un appartement en mettant pas de Français. Ils ne voulaient pas être avec des Français. Bon, mais d'un autre côté, tout le monde dit pourquoi on ne veut pas être avec les Français? Parce que les Français, ils restent avec les Français. Donc chacun trouve une manière de se distancer. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de votre perception de l'être juif, du fait juif, de la judéité, entre le fait d'être venu ici? Qu'est-ce que ça a modifié chez vous par rapport à cette perception d'être juif? Il y a des changements qui se font au fur et à mesure. On ne fait pas toujours attention. D'abord, on commence par vivre le quotidien. On est emballé par le quotidien, mais il y a certains conflits. Par exemple, il y a déjà, partons du fait qu'en Roumanie, est considéré juif celui dont le père est juif. Arrivé en Israël, évidemment, et il est poursuivi, il est, on va dire, maltraité parfois parce qu'il est juif. Arrivé en Israël, il sera poursuivi, persécuté parce qu'il n'est pas juif. Donc il y a un certain conflit. Et la question se pose, c'est très rare pour les juifs de Roumanie, c'est très souvent pour les juifs d'Éthiopie et de Russie qui arrivaient en Israël, qui ont rêvé d'arriver en Israël, et ils découvrent qu'ils ne sont pas juifs, qu'ils sont obligés de passer des procédures assez humiliantes pour le devenir. Mais pourquoi vous me parlez de ça quand je vous demande vous? Comment vous sentez votre judéité? Vous me dites, vous parlez des autres. C'était un à propos, ça ne manque pas de conflits et de difficultés. Comme je vous disais tout à l'heure, l'intégration, même quand elle se fait très bien, quand elle est plus ou moins complète et satisfaisante, à mon avis, un immigrant, nous, Olé Hadash, en première génération, il reste encore dans un certain conflit. Un vrai Israélien, un Israélien complet, si vous voulez le voir, ce sont mes enfants. Ils n'auraient plus ce dilemme, pas par rapport au judaïsme, mais du passage d'un pays à l'autre, d'une identité à l'autre. Au niveau du judaïsme, nous ne sommes pas trop religieux. C'est plutôt la famille de mon épouse qui est religieuse, traditionnelle. Mais moi-même, je dirais que je me sens très relaxé d'être comme il me plaît. Il n'y a plus le souci d'aller à la synagogue. Il n'y a aucun souci de manger kasher. Il n'y a pas le souci d'être différent par rapport aux autres. Et même si je suis différent en beaucoup d'aspects par rapport aux autres communautés, aux autres gens, il y a des gens qui viennent ici de 80 pays, qui parlent 80 langues. On ne peut pas demander
plus de variété que ça. Et il y a un dénominateur commun. Je ne vais pas très loin pour le chercher, mais avec tout cela, on se sent à l'aise. Et donc ça, c'est ce qui tranche le plus, c'est-à-dire le fait que tout l'environnement est une familiarité, quelle que soit l'origine, avec les personnes à l'extérieur, alors qu'en Roumanie, c'était vraiment la communauté avec une vraie barrière, un mur vis-à-vis de l'extérieur. Et on devait se protéger et en même temps ne pas non plus montrer qu'on était juif. Donc il y a quand même une modification dans la vie, l'expression de l'être juif, c'est qu'il se libère malgré tout. Il n'est plus contraint par la société environnante. Ça doit changer beaucoup. Est-ce que pour vous, ça vous a paru bizarre à un moment donné d'arriver et que tout le monde soit juif autour de vous alors que... Non, je n'arrive pas du pôle Nord quand même. Il y a des pays où ils n'ont pas vu de juifs de leur vie. Ce n'était pas le cas de Roumanie. Il y en avait pas mal. A posteriori, je dirais que ça a commencé, même si c'était pas très clair dans ma tête, ça a commencé par la Mila, qui a été faite aussi en cachette, par la Bar Mitzvah, par le mariage à la synagogue de plusieurs personnes dans ma famille, et chez des amis, par le contact avec Israël au long des années, par la visite de plusieurs Israéliens en Roumanie à partir d'un certain moment où la chose était devenue possible. Je sais bien que vous aviez une idée, mais dans la vie de tous les jours, ça change quand même d'être... Ah mais ça change, évidemment, ça change beaucoup, même de partir dans un autre, dans n'importe quel pays ou changer de ville, ça change pas mal. Mais c'est sûr, ça a changé. Vous avez parlé de la circoncision en cachette aussi. Bon, peut-être que vous pouvez nous dire quand même comment on pratiquait une circoncision en cachette en Roumanie. J'étais pas spectateur à cette occasion, donc je peux pas vous raconter. On vous a pas raconté. Le fait est, et c'est impressionnant, c'est maintenant que j'en parle pour la première fois, mais personne dans ma famille ne m'a jamais parlé de ça. Moi, j'ai la preuve que j'ai subi cette opération, mais nous n'avons jamais parlé de ça. Bon, même votre mère, après, plus longtemps, vous ne lui avez pas posé la question de savoir comment ça s'est fait. Je dois vous remercier pour l'occasion d'y réfléchir. Hein. Mais bon, c'était pour revenir sur cet épisode roumain. Pour ce qui concerne maintenant la vie ici, est-ce qu'il y a des grandes étapes? Bon, ça fait plus de 40 ans. Est-ce que vous diriez que vous avez senti des étapes dans l'intégration ici? Tout à fait. Tout à fait. Un peu comme partout, c'est la nature humaine, à mon avis, d'être au moins légèrement xénophobe. Personne n'aime celui qui est différent, même si, en l'occurrence, nous sommes tous juifs. Donc, l'accueil n'est pas toujours très amical. J'ai un souvenir un peu comique, mais à l'époque, je ne l'ai pas pris comme ça. Au lycée où j'ai enseigné pour la première fois, une année après notre arrivée en Israël, ça s'est passé pas mal, je me débrouillais assez bien. Déjà j'étais prof d'anglais, donc l'anglais était pleinement suffisant, mais aussi en hébreu. Et je me rappelle d'une réunion des profs avec le directeur de l'école et d'autres profs, dans laquelle on parlait comment ça s'est passé dans les classes. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, une des profs, elle a dit que j'avais un problème et que je n'étais pas très adapté à mon travail. Et elle a donné un exemple très bizarre, je vais vous le rappeler, encore que c'est en hébreu. Elle n'était pas contente du fait que j'avais fait la traduction des mots Etzel
au lieu de Etzel. C'était le jeu entre Etzel et Etzel. Et elle disait que ça pouvait embrouiller les délais. Ça veut dire quoi ces mots, peut-être? Chez. Chez. D'accord. Oui, et l'autre, c'est le raccourci de l'organisation de résistance juive en Israël. Donc ça pouvait faire une confusion. C'était donc une question de... La confusion, là, dans la tête des étudiants, c'était tragique, carrément tragique. Et elle trouvait que pour cette raison-là, je n'étais pas adapté à mon poste. Donc, vous voyez, l'accueil, c'est une petite anecdote. L'accueil n'était pas toujours l'amiable. Au fur et à mesure qu'on arrive à s'intégrer Donc il y a une première période où il peut se passer des moments où on n'est pas forcément jugé avec bienveillance, la bienveillance qu'il faudrait. Et après vous dites que, pour revenir sur les étapes de l'intégration, que progressivement ça disparaît, ou on est toujours un peu marqué aussi? C'est une question aussi de personnalité. Ouais. Si on est plus fort ou plus délicat. D'ailleurs, il faut rappeler, une des étapes essentielles de l'intégration, c'est le passage à l'armée. C'est là où on connaît les gens à la manière israélienne pure et dure. Et c'est vrai que c'est pas facile. Parfois ça se passe très bien. On part de l'armée, on se fait des amis et surtout on vit, on a l'expérience, une des expériences les plus essentielles du pays, des gens de ce pays. Et je pense que passer par l'armée, ça change énormément. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous? Parce que vous arriviez, vous aviez déjà passé l'âge d'être intégré, donc vous avez quand même fait l'armée. Ici, on peut, oui, à l'époque, d'après la loi à l'époque, je devais passer 1 an et demi à l'armée. Une partie, enfin, la période de l'entraînement, et après, j'ai été dans une formation pas d'élite, rien de particulier. Déjà, vu l'âge que j'avais, je devais faire le service militaire, mais j'allais pas, on ne m'envoyait pas le lendemain à faire la guerre. Et encore plus tard, c'était encore plus cool. Ils ont découvert que j'étais prof d'anglais. Ils avaient besoin de ça aussi pour les militaires qui allaient faire des études académiques. Donc, mon service militaire s'est fini en beauté. Et même en réserve, service de réserve, je l'ai fait en tant que prof d'anglais. Oui, parce qu'on fait donc des périodes qui s'appellent Milouim. Tous les combien? Tous les ans, ça dépend aussi. Tous les ans, jusqu'à 40 ans, c'est ça? À peu près, oui. Et là, vous gardiez votre statut de prof d'anglais quand vous retourniez faire ça. Mais vous parliez de cette expérience-là, vous dites que vous avez eu des conditions plus favorables peut-être, mais vous parliez quand même de cette expérience formatrice pour vous, de ce passage par l'armée. Comment ça vous pouvez nous décrire ce que À l'armée, je me suis retrouvé à l'âge de 28 ans avec des jeunes de 18 ans. Et même les commandants, j'ai mis un petit moment pour m'en apercevoir. Et il était sous choc, il était perdu. Parce que c'est quoi, les commandants, ils avaient eux-mêmes 19 ou 20 ans. Et il était, comment je vais faire ce que nous faisons ici avec un mec de 28 ans. Bon, j'ai tenu le coup. Et même, j'avais la possibilité de demander de faire le service avec des immigrants, des nouveaux immigrants, plus âgés. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je dis, bon, j'y vais. Et je me suis retrouvé avec des étudiants qui étaient costauds, étaient bien entraînés, qui
passaient leur vie entre l'étude et la plage, moi ni l'un ni l'autre. Et c'était pas facile. À mon avis, une fois, plusieurs fois, quand je suis rentré en tenue militaire à la maison, ma mère a eu un peu peur, pas de l'armée, mais j'avais pas trop la forme apparemment. Déjà, le crâne rasé. Et donc, c'était pas facile, pas du tout. Mais ce que je veux dire, ça fortifie, ça israélianise. Oui, parce que quand même, même si on sent qu'on s'engage pour le pays, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose au pays. Tout à fait. Oui, c'est ça qui crée le rapport et le lien fort. En fait, c'est une preuve aussi qu'on donne. Et on partage cette responsabilité avec les gens qui sont à côté de toi. Ça peut être des jeunes étudiants, ça peut être des ouvriers, ça peut être n'importe quoi. Là-bas, tout le monde est pareil. L'uniforme est la même. Oui, c'est en cela que c'est une sorte on va dire de moule, en tout cas de passage, qui permet de former les Israéliens. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le pays que vous avez connu au début s'est beaucoup transformé sur ce plan-là? C'est-à-dire, on dit parfois que les jeunes maintenant veulent moins forcément aller à l'armée ou moins faire les périodes de réserve. Comment vous jugez le pays aujourd'hui, par exemple, sur ce plan-là par rapport à ce que vous avez connu? Dans ma modeste expérience, cette phrase, je l'ai entendue il y a 40 ans. Vous l'entendez maintenant et j'espère l'entendre pour encore. Il me reste genre 60 ans. Donc, vous considérez le côté de la réalisation, du progrès du pays plutôt, c'est ça que vous voulez nous dire? C'est-à-dire que malgré tout, le pays a énormément progressé, qu'il a gardé sa particularité, sa force aussi d'union. Écoutez, quand nous sommes arrivés, il y avait dans le pays, il y avait à peu près 4 millions de citoyens. Il y en a maintenant à peu près 8, plus que 8. J'ai le mérite que pour 3, mes enfants. Mais donc, malgré tout ce qu'on dit, le pays ne fait qu'avancer, progresser. On continue à se plaindre, à espérer, à demander mieux que ça. Il y a toujours de quoi se plaindre, il y a toujours de quoi espérer. Mais nous sommes là et je ne vois pas de raison d'être optimiste. Il va falloir vous expliquer sur ce lapsus. Comment il va y avoir là, dans les années qui viennent, paraît-il, selon la démographie, une majorité de juifs. Je vais finir ma phrase là. Tu n'étais pas optimiste, ce qu'il fallait dire. Donc, reprenez alors si vous voulez la phrase. Il n'y a pas de raison. Et donc, d'après moi, il n'y a aucune raison de déprimer. Il va y avoir une majorité donc, de la population juive mondiale qui va habiter en Israël dans les prochaines années. Enfin bon, on est à peu près à moitié-moitié. Dans le monde juif, ça signifie qu'Israël est vraiment devenu non seulement central, mais le pôle vers lequel tout le monde se tourne, même ceux qui restent encore à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que ça change pour vous sur le plan international? Est-ce que ça modifie quelque chose de général dans le concert des nations, dans l'avenir de l'histoire? Est-ce que ça peut aussi avoir un rôle? Pour commencer, je ne pense pas que les pays du monde vont adopter la monnaie israélienne. Le shekel restera monnaie locale. À part ça, bien sûr, parce que les Juifs et Israël n'arrêtent d'intéresser le monde, d'intriguer le monde, de le contrarier. Et c'est tant mieux. Plus j'entends que c'est le cas, plus je suis rassuré de ce qui se passe dans le pays. D'ailleurs, le pays dans le monde, à mon avis,
il se renferme de plus en plus. Donc l'international socialiste, l'international libéral et même l'international juive israélienne n'ont pas un grand avenir. Vous voulez dire qu'on en revient au national, au cadre national? À mon avis, c'est ça le cas et c'est pas plus mal pour Israël. Si des pays comme les États-Unis, comme l'Inde et la Chine s'intéressent en premier de ce qui se passe chez eux, pourquoi on ne le ferait pas nous, qui sommes une petite nation? Mais si vous voulez, l'influence existe. L'influence d'Israël est de plus en plus importante. Il suffit de voir, c'était un pays quasiment isolé quand nous sommes arrivés ici. Il n'y avait pas d'ambassade à Jérusalem, il avait déjà déménagé, les ambassades avaient déjà déménagé à Tel Aviv après la guerre de 67. Il n'y avait pas de représentance étrangère, il n'y avait pas de visite, il y avait très peu d'échanges avec le monde. Regardez maintenant, vous êtes là depuis 2-3 semaines, regardez les drapeaux qui changent de couleur tous les jours. Il y a chaque semaine un autre président d'un grand pays qui vient nous visiter, des ministres, des académiciens, des gens de toutes les couleurs, des scientifiques, des gens qui cherchent de côtoyer Israël, d'échanger avec Israël et d'apprendre des choses d'Israël. Donc, je ne me fais pas de soucis. Pour l'instant, Benny Gantz, Yair Lapid, éventuellement Moshe Ayalon, Gabi Ashkenazi. S'ils vont venir, normalement, c'est à l'intérieur donc de ce parti, puisque nous avons vu une scène avec un pupitre. Et d'ailleurs, Léa Berdugo, vous l'avez dit sur ce pupitre. C'est le moindre pourcent, ça peut jouer.